Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Si dans le dernier podcast diffusé en rentrant de la foire Art Basel, je soulignais que tout change, mais rien ne change, cette fois de retour de la Frieze Week à Londres, semaine dédiée à l'art contemporain au Royaume-Uni chaque année, je dirais plutôt tout change et bouscule certaines habitudes des acteurs du marché de l'art. Revenir à Londres après le Brexit et la fermeture des frontières pour cause de confinement est synonyme de nouveauté pour les Européens. On entre au Royaume-Uni avec un passeport maintenant et surtout un D2 Covid test. Brexit et Covid oblige. Par ailleurs, toutes les galeries affichent dans les foires leur prix en livres sterling. Auparavant, on avait le choix entre l'euro ou le dollar. Et les œuvres d'art découvrent les tracasseries douanières post-Brexit, avec notamment les nouvelles formalités d'importation temporaire. De fait, de grandes galeries européennes ne sont pas venues, voire disent qu'elles ne viendront plus à la semaine de Frieze, si les mesures post-Brexit ne sont pas assouplies. Beaucoup trop de retard dans les transports des œuvres ont fait que certains stands, la veille de l'inauguration de Frieze London, à Regent's Park, étaient vides, du fait des délais d'acheminement interminables depuis le vieux continent et des formalités douanières trop fluctuantes. Et le constat est clair et partagé, le Brexit complique la circulation des œuvres aux grandes dames des collectionneurs. Depuis un an, le marché de l'art anglais est confronté au double choc du Brexit et du Covid, et nombre de galeries multinationales comme Zwirner ou Lévy Corvi ont ouvert depuis une succursale à Paris, considérée comme la nouvelle plateforme clé pour les transactions artistiques sur le continent. Néanmoins, les acteurs du marché de l'art étaient nombreux à se retrouver en vrai cette semaine dans les allées de Regent's Park, et ce, malgré des réservations de créneaux horaires spécifiques et un accessoire devenu incontournable cette année, depuis Art Basel, un bracelet en tissu à porter à votre poignet, offert en échange d'une preuve de vaccination Covid ou d'un résultat de test négatif. La foire d'art contemporain Frieze London, de retour à Regent's Park, rime cette année avec nouveautés, notamment du fait des nouveaux commissaires de cette édition, comme Cédric Fauque, conservateur en chef du musée d'art contemporain de Bordeaux, qui, dans une nouvelle section de la foire intitulée Unworlding, a choisi de traiter les thématiques de race, identité et héritage du colonialisme, en examinant comment les moments difficiles peuvent réellement stimuler l'imagination créatrice. Grâce à une sélection d'artistes internationaux dont les pratiques s'articulent autour de l'idée de défaire le monde tel que nous le connaissons, on nous interpelle comme avec l'œuvre vidéo satirique de l'artiste et performeur Ndaye Kwagu, basé à Paris, qui présente sur une série d'écrans un programme télévisé fictif baptisé Good People TV, qui met en vedette Kwagu, présentateur, qui donne des conseils sur la façon de devenir une bonne personne. La crise climatique a été aussi un thème récurrent tout au long de la Frieze de cette année, avec de nombreuses œuvres qui mettent en lumière les effets néfastes de nos actions sur notre planète et une urgence tangible. L'une des plus remarquées est Below the Deep South, un film de l'artiste française Noémie Goudal, projeté sur grand écran à la galerie Edel à Santi. Ce qui à première vue ressemble à une jungle tropicale verdoyante se révèle rapidement comme une installation engloutie par les flammes qui se répandent, une fenêtre sur notre avenir condamnée si rien n'est fait. Du côté des collectionneurs, ceux résidant au Royaume-Uni étaient présents en force, bien évidemment, et comme pour Art Basel le mois dernier, la présence européenne a été très importante. Mais contrairement à la foire suisse, de nombreux collectionneurs américains ont fait le déplacement, certains depuis le vieux continent où ils se sont attardés sur le chemin de la FIAC qui ouvre ses portes dès mercredi prochain à Paris.
Et London Freeze a certainement profité du décalage de 15 jours de ses dates habituelles pour avoir lieu tout juste une semaine avant la FIAC, très attendue à Paris. En revanche, là encore, les acheteurs asiatiques étaient largement absents, les préoccupations concernant la pandémie les ayant poussés à continuer de se tenir à distance. Néanmoins, et c'est une nouveauté remarquée depuis Art Basel, ils sont restés très actifs à distance, achetant via FaceTime ou bien par l'intermédiaire de leurs conseillers artistiques ou art advisors, présents en nombre sur le terrain. Du côté des ventes, si la galerie la plus influente du marché, Gagosian, a vendu tout son stand solo show dédié à Jennifer Guidi, Stephan Freeman Gallery, une très grande galerie basée à Londres, a également vendu tout son stand dédié à Deborah Roberts, l'artiste afro-américaine qui nous offre une très belle série de peintures représentant des enfants sous forme de collages et de détails peints à la main, explorant ce que sa galerie appelle les défis auxquels font face les enfants noirs face aux constructions sociales perpétuées par le regard blanc et la culture visuelle occidentale. Des galeries du vieux continent ont aussi brillé, comme la galerie bruxelloise Xavier Hufkens, dont 2 œuvres sur papier de Louise Bourgeois ont été acquises entre 100 000 et 250 000 $, ainsi que 3 éditions d'une sculpture en bronze de Thomas Wessego au prix de 200 000 $ chacune. Pour le galeriste autrichien Tadeusz Rupak, la foire s'est aussi passée à merveille, dixit, même si les ventes étaient généralement faites avec des clients habituels plutôt qu'avec de nouveaux clients, dont une œuvre de l'artiste Georges Baselitz à 1,2 million € destinée à un musée privé à Berlin et un tableau d'Alex Katz pour 950 000 $. Les grandes maisons de vente, dont Sotheby's et Christie's, n'étaient pas en reste, offrant des vacations aux enchères records car l'intérêt pour l'art contemporain est toujours aussi croissant. Mais les 508 lots d'art contemporain en vente chez Sotheby's, Christie's durant la Frieze Week représentaient moins de la moitié des 1228 lots mis aux enchères lors des mêmes vacations à l'automne 2015. Une nouvelle saison artistique à Londres est toujours synonyme de première dont le marché de l'art est si féru. À la National Gallery, c'est au tour de Nicolas Poussin d'être à l'honneur avec le décryptage de sa technique dans ses peintures définitivement uniques, dont le chaos sur la toile ne reflète pas le processus méticuleux et inventif qui permet de capturer des corps en mouvement à partir de minuscules sculptures en cire qu'il a créées afin d'appréhender au plus près les 3 dimensions du mouvement. Les méthodes de travail de Poussin sont pleinement dévoilées par ailleurs avec une reconstruction de ses figurines de cire et des examens scientifiques qui nous dévoilent le secret des dessins sous-jacents de ses compositions. Chez Christie's, par ailleurs, une vente très particulière et en ligne fait le buzz depuis le 5 octobre dernier. Celle de la série NFT, Non-Fungible Token, intitulée Different Shades of Water, de l'artiste nigérian Osinachi, qui se tient jusqu'au 19 octobre, tandis que les œuvres digitales de l'artiste mises en vente aux enchères en ligne ont été exposées à Somerset House durant la foire d'art contemporain africain 154. Car c'est en effet le premier NFT d'un artiste africain contemporain à être vendu par Christie's. Osinachi est un artiste visuel nigérian qui explore toute forme d'expérience en lien avec l'environnement technologique. Connu comme le plus grand crypto-artiste africain, Osinachi a été finaliste du Bridgman Studio Award en 2019 et sa série Different Shades of Water s'inspire des œuvres de David Hockney. Ici, Osinachi imagine à quoi ressemblerait la piscine avec différentes nuances d'eau en jouant avec le positionnement du corps du sujet, tout en explorant comment la lumière peut changer la perception de l'eau dans une piscine. À noter qu'à l'exception des résidents de Chine continentale, les acquéreurs ont la possibilité de payer le prix d'achat en livres sterling ou en crypto-monnaie, Ether ou Bitcoin, via des porte-monnaies numériques spécifiquement sélectionnés par Christie's. Le montant en crypto-monnaie étant calculé en fonction de son cours au moment de la clôture de la vente.
Je vous propose d'utiliser cette minute pratique pour essayer de décrypter une journée à Londres durant la Freeze Week, juste après les ouvertures des foires Freeze London et Freeze Masters à Regent Park, car une journée se veut très arty afin de coller à l'actualité artistique si foisonnante à ce moment de l'année. Dès que j'arrive à Londres, j'apprécie particulièrement d'aller au bord de la Tamise, au South Bank Centre, qui regorge d'événements culturels durant toute l'année et dont la programmation durant la Freeze Week est particulièrement remarquable, notamment à la Hayward Gallery, qui présentait cette année l'exposition Mixing It Up, qui réunissait 31 peintres contemporains à travers leur médium, qui parlent d'aujourd'hui en utilisant la peinture comme une réflexion sur son temps. Puis je vous conseille de vous laisser emporter par le vent de la nouveauté qui souffle sur la capitale britannique, particulièrement à ce moment de l'année. Si en 2020, les amateurs d'art ont afflué vers Cork Street, à Mayfair, le centre d'art de Londres, où des galeries de premier ordre sont ouverts de nouveaux espaces d'exposition temporaires, cette année, il fallait se rendre spécifiquement au numéro 9 de Cork Street pour découvrir le premier espace permanent de la Freeze, constitué de 3 galeries. Et pour cette rentrée londonienne, ma plus jolie découverte fut Cromwell Place à South Kensington, qui est un nouvel hub artistique ouvert cette année. Il est conçu comme un espace de coworking pour les galeristes, avec des espaces d'exposition temporaires, des salles d'exposition et des entrepôts pour les œuvres. Cromwell Place est la réunion de 5 maisons de ville au style tout à fait victorien, qui abrite dans le quartier de South Kensington à Londres, sur 6 étages, des espaces offerts aux acteurs du marché de l'art, avec une gamme de services très étendue visant à promouvoir l'art, avec un programme d'exposition itinérante, ouvert au public, ainsi que des conférences et des projections. Un autre événement durant la Freeze Week est particulièrement attendu chaque année, c'est l'ouverture de la foire 154 à Somerset House qui se tient depuis 9 éditions à Londres en dédiant un espace de plus en plus recherché par nombre de collectionneurs à la scène contemporaine artistique du continent africain et de sa diaspora. C'est devenu en 9 éditions le rendez-vous satellite à ne surtout pas manquer lors de la semaine de la Freeze, avec cette année 48 galeristes et un nombre record de galeries africaines, 20 sur un total de 48 qui ont pu participer. Car malgré les restrictions liées au Covid-19, beaucoup considèrent que 154 est une plateforme importante pour la scène contemporaine artistique du continent africain, tout en rappelant l'impact de la Freeze Week sur la fréquentation de cette foire à Londres. La fondatrice et directrice de cette foire, Touria El Glaoui, souligne que cette année, 34 galeries sont de retour et que 14 nouveaux exposants ont été accueillis, représentant au total 150 artistes africains et de la diaspora. Et les collectionneurs ont afflué vers Somerset House dès le jeudi et particulièrement vers 2 nouveaux acteurs parisiens du marché de l'art, et pas des moindres, la galerie Éric Dupont qui présentait les portraits de l'artiste béninois Roméo Mivkana et la galerie Dominique Fiat avec le travail photographique de Malala Andriala Vidrazana. Si le Brexit et le Covid ont fait véritablement évoluer les comportements au Royaume-Uni avec de façon notoire de plus en plus d'utilisation de technologies et notamment du QR code présent partout et de plus en plus fréquemment proposé en lieu et place du simple cartel auprès des œuvres, car offrant une expérience augmentée pour le collectionneur et l'amateur d'art, lors de ce séjour, j'ai retrouvé la capitale britannique pleine d'énergie. Certes, on parle moins français dans les pubs et les restaurants de la capitale, mais l'organisation in person des foires, expositions et ventes aux enchères durant la Freeze Week a incontestablement donné l'envie à nombre d'acteurs du marché de l'art de franchir la Manche.
Néanmoins, le monde de l'art a changé et la Grande-Bretagne aussi. La livre sterling est plus chère, les pénuries de matières premières comme l'essence, voire de produits frais, étonnent, et les difficultés à faire passer les marchandises à la frontière en agacent certains. Mais tout le monde s'accorde sur le fait, comme le souligne si joliment l'artiste nigérian Ozinachi, que l'art a toujours été pour l'humanité une façon d'offrir des réponses aux nombreuses questions de la vie. Et le monde de l'art reste branché toujours en quête de nouveautés et de happenings. Alors au-delà de la performance, pour certains galeristes, revenir à Londres cette année était une évidence. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 10 de la saison 2, revenir à Londres, to go or not to go. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.